Certaines personnes s'inquiètent d'une nouvelle guerre en Asie de l'Ouest entre les États-Unis et l'Iran, qui impliquerait également Israël. Ce serait dévastateur pour toutes les parties concernées, à mon avis. Si l'on regarde la situation actuelle, les États-Unis acheminent beaucoup d'armes dans la région. Les Iraniens, ce n'est pas comme la guerre de 12 jours, sont préparés. Ils savent qu'une attaque se prépare. Les Israéliens sont prêts. Les Américains sont prêts. Les Iraniens sont prêts. Comment voyez-vous la situation actuelle? Et comment percevez-vous une confrontation entre les deux parties? Eh bien, sur le plan politique, je dois admettre qu'il est clair que le dirigeant d'Israël, Netanyahou, est déterminé à attaquer l'Iran et à priver ce pays de sa capacité militaire. Je devrais souligner que l'Iran n'a pas initié d'attaque contre Israël, sauf en représailles à des attaques menées par Israël contre l'Iran. La rhétorique en Occident n'est malheureusement pas très éclairée. Mais en gros, la situation est principalement alimentée par Israël et aussi par les États-Unis. Il semble, je ne peux pas en être certain, car je ne me considère pas comme un observateur politique particulièrement averti, que les choses ne se soient pas bien passées entre Netanyahou et Trump lors de la toute récente rencontre qui vient de s'achever. Il est clair que Netanyahou voulait que les Américains s'opposent de nouveau à l'Iran. Cela pourrait bien se produire, et mais compte tenu de tous les systèmes d'armes qui sont en train d'être déployés. Mais il semble que Trump, du moins, n'ait pas indiqué à Netanyahou, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ne le fera pas, car cet homme est tellement imprévisible. Mais le vrai problème, c'est que les Israéliens ont commis ce que je considère comme une erreur stratégique extraordinaire. Je vais en parler un peu pour que votre public comprenne ce que je veux dire. Cette erreur stratégique consiste essentiellement à placer les Iraniens dans une position où ils sont justifiés d'attaquer des villes israéliennes. Avant la situation la plus récente, les Iraniens faisaient très attention à concentrer leurs attaques sur des installations militaires israéliennes. Mais la dernière attaque, menée par les Israéliens, pour tenter, je ne sais pas pourquoi ils ont cru qu'ils pouvaient le faire, mais pour, en gros, décapiter le gouvernement iranien et provoquer son effondrement, a été une énorme erreur. Cette attaque a impliqué un grand nombre de frappes sur des installations urbaines. Ce que cela a entraîné, c'est que cela a rendu justifiable, et c'est justifiable, aussi triste que cela soit, en termes de représailles, que les Iraniens se concentrent sur les villes israéliennes. Or, Israël compte plusieurs grandes villes, mais seulement quelques-unes. C'est un petit pays. Et comme je le montrerai avec certaines de mes diapositives de présentation, à mesure que la capacité de l'Iran en matière de missiles balistiques augmente, et elle va augmenter, et j'expliquerai ce que j'entends par là dans un instant, il deviendra de plus en plus possible pour l'Iran de provoquer des perturbations catastrophiques dans les zones urbaines israéliennes. Je veux dire vraiment catastrophiques. Et ce ne sera pas au niveau de ce que les Israéliens ont fait à Gaza, mais cela commencera d'une certaine manière à s'en approcher en termes de dégâts et de perturbations. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire. Eh bien, les sociétés sont organisées, et lorsque l'on inflige des dommages à une société, on ne peut pas en mesurer toute l'ampleur en disant « nous avons détruit 20% des bâtiments ». Si 20% de ces bâtiments sont intégrés dans une structure où ils sont reliés à 75% des autres par des approvisionnements, des relations, des services, etc., on paralyse une société de manière considérable. Et l'Iran va, s'il n'en est pas déjà là, avoir la capacité de faire cela à Israël. Et cela ne sera pas tolérable pour les Israéliens.
Je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. J'imagine qu'ils pourraient riposter avec des armes nucléaires contre l'Iran, mais ce serait suicidaire, car l'Iran a la capacité de fabriquer des armes nucléaires et de les utiliser. Et c'est une chose que les Iraniens ne passent pas à l'acte et ne construisent pas d'armes nucléaires, comme ils disent ne pas le faire, et comme le renseignement américain semble le confirmer, mais ils en ont la capacité. Et la seule façon d'être sûr qu'un pays utilisera des armes nucléaires contre vous, s'il en a la capacité, c'est de les utiliser contre lui. C'est donc un dilemme. C'est un profond dilemme. C'est un profond dilemme pour l'Iran, mais c'en est un tout aussi grand pour Israël. Et l'Iran, bien sûr, est un pays plus vaste. Les armes nucléaires sont extrêmement destructrices, mais il faut en utiliser un nombre important si l'on veut détruire des zones urbaines et des installations militaires. Or, le nombre d'installations militaires et de villes en Iran est considérablement plus élevé que celui qui existe en Israël. Ce n'est donc pas une relation mathématique favorable du point de vue israélien. En réalité, ils ont ouvert la porte à une confrontation potentiellement très dangereuse et à une forme ou une autre d'escalade. Mais le problème le plus immédiat est la menace non nucléaire que l'Iran possède désormais et qui, de manière prévisible, va croître. Je veux dire, ce n'est pas seulement qu'il la possède maintenant. À mesure que la taille des forces de missiles balistiques de l'Iran augmente, et par taille, j'entends le nombre, à mesure que ces nombres croissent et que la précision s'améliore, et je vais vous montrer ce que signifie la précision dans un instant, la situation évolue. D'ailleurs, les Russes parlent actuellement d'aider les Iraniens à améliorer la précision de leur technologie de missiles balistiques. Il semble que ce soit un accord sur lequel les Russes travaillent avec les Iraniens, et cela aura une grande importance, comme je vais vous le montrer sous peu. Bien sûr, la Chine pourrait aussi choisir de le faire, car elle dispose d'une technologie avancée de guidage et de contrôle des missiles. Et l'Iran n'est qu'à un petit pas d'une amélioration significative de sa précision. Je veux dire, il possède déjà d'immenses capacités techniques, mais il pourrait bénéficier d'un bon coup de pouce de la part de la Russie ou de la Chine. L'augmentation de la précision n'a pas besoin d'être énorme. Comme je vais l'expliquer, les preuves suggèrent que la précision des principaux missiles balistiques de l'Iran, telle qu'on peut l'estimer d'après, disons, la guerre de 12 jours, est probablement d'environ 1000 mètres, soit à peu près 1 kilomètre. Lorsqu'on a une précision d'1 kilomètre, passer à 500 mètres n'est pas un pas gigantesque. Atteindre 100 mètres, c'est beaucoup. Mais passer à 500 mètres ne représente pas une grande amélioration technologique. Et l'Iran est en bonne position pour y parvenir, surtout avec l'aide des Russes. Ainsi, au fil du temps, à mesure que cette confrontation se poursuit, l'Iran disposera de plus de missiles, car il est clair qu'ils comprennent que ces missiles constituent pour eux un outil unique pour menacer et contenir Israël. À mesure que les systèmes de guidage et de contrôle, et donc la précision, s'améliorent, l'efficacité de ces missiles pour perturber, voire même paralyser, le fonctionnement de la société civile en Israël va augmenter de façon spectaculaire. Le temps, l'horloge, ne joue donc pas en faveur d'Israël. Je pense qu'il s'agit d'une erreur stratégique, parmi de nombreuses autres, qui place aujourd'hui Israël dans une très mauvaise situation, une situation qui ne peut qu'empirer avec le temps, et de manière significative. Alors, commençons simplement par la diapositive 2. J'ai quelques diapositives simples. Le point que j'ai déjà soulevé, c'est que l'attaque contre Téhéran a été une énorme erreur stratégique. Et sur la diapositive 3, la raison en est qu'elle a franchi la ligne, passant d'attaques sur des cibles purement militaires à des attaques contre des villes.
Donc, si nous passons à la diapositive 4, tout ce que nous disons, c'est qu'Israël ne compte qu'un petit nombre de villes. Une combinaison d'un plus grand nombre de missiles balistiques et d'une précision améliorée donnera à l'Iran, avec le temps, un levier stratégique extraordinaire et croissant contre Israël. Ainsi, les deux facteurs qui renforceront cette capacité à exercer une pression sur la société israélienne sont les suivants. Le premier est évident, le nombre de missiles augmentera. Le second est moins évident, l'amélioration de la précision de ces missiles. En gros, ce que montre la diapositive 6, c'est vraiment une diapositive conceptuelle, c'est que de petits problèmes dans l'arrêt du moteur fusée, avant que la fusée n'atteigne une certaine vitesse, lorsqu'on essaie de la placer à une vitesse spécifique, peuvent faire une grande différence. De petites différences dans l'angle sous lequel la fusée vole au moment où le moteur s'arrête. Ces petites différences doivent être réduites si l'on veut augmenter la précision du missile. À l'autre extrémité de la trajectoire, il y a également des erreurs de visée introduites par l'atmosphère. Le missile peut osciller un peu, mais ce type d'erreur peut être considérablement réduit. Et les preuves montrent que les Iraniens savent déjà comment faire. Ce qu'ils doivent vraiment faire pour améliorer significativement leur précision, par améliorer significativement, j'entends passer de 1000 mètres à 500, c'est mieux contrôler l'arrêt du moteur de la fusée au bon moment et s'assurer que l'orientation du missile au moment de l'arrêt est suffisamment précise, suffisamment bonne. Et ils obtiendront cette aide. Ils recevront cette aide des Russes, sinon des Chinois plus tard. Donc si nous examinons la situation, ce que nous savons, si nous passons à la diapositive 7, c'est que nous avons une estimation de la précision de ces missiles balistiques à partir de l'attaque contre la base aérienne du Nevada pendant la guerre d'octobre 2024. Ils voulaient évidemment endommager la base. Cette répartition des ogives montre essentiellement quelle est la précision de leur capacité. Je veux dire, l'une des ogives a effectivement touché un bâtiment et a probablement détruit un F-35 à l'intérieur. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet. Ce sont des événements probabilistes. La distribution que vous voyez ici correspond en réalité à la manière dont on estimait la précision des missiles balistiques iraniens à cette époque. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'améliorer. En fait, elle s'améliorera, et cela a de l'importance dans un contexte différent de celui sur lequel les gens se concentrent habituellement. La possibilité que la précision des missiles balistiques iraniens devienne si élevée qu'ils puissent cibler sélectivement des avions, des abris ou d'autres cibles de ce type est très faible, du moins dans un avenir proche. Les technologies impliquées sont extrêmement avancées et très difficiles à mettre en œuvre, même pour un pays développé comme l'Iran. C'est simplement que ces technologies sont très difficiles à maîtriser. Pour les missiles balistiques, il sera difficile d'y parvenir. En réalité, les missiles de croisière iraniens, je ne parle pas de leurs drones, mais bien de leurs missiles de croisière, ont démontré une précision remarquable. Nous le savons grâce à l'attaque contre les champs pétrolifères saoudiens, où des preuves ont montré que les missiles de croisière iraniens pouvaient se verrouiller sur un objet d'une certaine forme et se diriger vers le centre de cet objet. Je pourrais le montrer dans une autre discussion. Je peux vous en présenter les preuves. Ainsi, les missiles de croisière sont extrêmement précis, mais les missiles balistiques en sont encore loin. Si nous voulons comprendre quel type de dégâts les missiles balistiques pourraient infliger à une zone urbaine, nous devons comprendre quels dommages une explosion pourrait causer. Regardons donc la diapositive 8. Je ne vais pas entrer dans les détails,
mais la diapositive 8 montre essentiellement les distances auxquelles se produisent certains niveaux de surpression d'explosion provenant d'une bombe à usage général. Ce sont des courbes très générales et qualitatives. Pour une ogive de 1000 kg, on obtiendra probablement environ 2 livres par pouce carré à une distance d'environ 100 mètres. Cela pourrait être 120 mètres ou 130, mais vous voyez, c'est à peu près cet ordre de grandeur. À 50 mètres, on atteindra peut-être 5 livres par pouce carré, et à environ 15 mètres, on pourrait dépasser 40 livres par pouce carré, ce qui suffit à abattre un mur en béton et en acier. Alors, regardons cela de plus près. Sur la diapositive suivante, juste pour avoir une idée de l'ampleur des dégâts possibles, allez à la diapositive 9. C'est une image de Gaza, et j'essaie simplement de vous donner une idée du type de destruction causée par les bombes. Nous regardons à travers un trou dans le mur d'un bâtiment. Ce trou a probablement été provoqué par l'onde de choc d'une bombe d'environ 500 ou 1000 kg qui a explosé à environ 50 à 100 mètres de là. Bien sûr, cela dépend de la solidité du mur, mais c'est le genre de dégâts auquel on peut s'attendre à cette distance. Si vous regardez au fond, vous pouvez voir à quoi ressemble un impact direct sur un bâtiment à la structure importante, en béton et en acier, et une structure en four. La structure un peu en avant est endommagée, non pas par un impact direct, mais par des ondes de choc secondaires. Il y a donc peut-être eu une bombe ou plusieurs bombes qui sont tombées à 30 ou 40 mètres de là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts au-delà de l'endroit où une bombe frappe réellement. Sur le côté gauche, on voit un bâtiment dont les murs extérieurs ont été en grande partie détruits, tandis que le toit et le plancher semblent encore intacts. Cela a probablement été causé par une explosion à 40 ou 50 mètres de distance. Les murs se sont simplement effondrés et ont été soufflés vers l'intérieur. C'est beaucoup de dégâts pour des bombes qui n'ont pas réellement touché la cible. Si nous passons à la diapositive suivante, nous voyons l'intérieur d'un appartement en Israël. Cet appartement se trouvait probablement à environ 100 à 150 mètres d'une explosion de missiles balistiques de 500 à 1000 kg, donc à une bonne distance, peut-être 150 mètres. Il y a beaucoup de dégâts généraux. La fenêtre donnant sur l'extérieur a été soufflée et l'intérieur est en désordre. Si l'explosion avait eu lieu à une distance 2 fois moindre, le mur extérieur aurait pu être soufflé lui aussi. Regardez maintenant la diapositive 11. Voici un exemple de dégâts causés par une bombe qui est probablement tombée, je ne sais pas, à 50 ou 60 mètres. Les murs de ce bâtiment ont été littéralement pulvérisés et bien sûr, l'intérieur a été gravement endommagé. On peut voir des traces d'incendie dans le bâtiment, car des feux se déclenchent souvent lors de ce genre d'événements. Il n'y a personne aux alentours pour combattre l'incendie, car les gens sont soit blessés, soit évacués, et d'énormes dégâts ont tendance à se produire. Bon, nous avons donc une idée de l'ampleur des dégâts. Passons à la diapositive 12. Voici un schéma simulant l'impact d'un missile. Si vous regardez dans le coin supérieur gauche, j'ai une petite légende indiquant ce que représentent les différents cercles. Le cercle jaune extérieur correspond à environ 2 livres par pouce carré. C'est l'appartement qui subit des dommages généraux à l'intérieur, sans que les murs soient abattus. La courbe des 5 PSI montre l'endroit où, si une bombe tombait suffisamment près, elle aurait gravement endommagé les murs extérieurs de l'immeuble, sans forcément les faire s'effondrer, mais en causant au moins de sérieux dommages structurels en surface. Et la courbe à 40 PSI, en rouge, montre l'endroit où cela ferait essentiellement s'effondrer la structure, causerait des dégâts suffisamment graves à la structure elle-même.
Très bien, regardons cela. Voici une simulation de 100 missiles avec une précision de 1000 mètres. Je pars du principe qu'il s'agit d'une ogive d'une tonne, mais 500 kg, une demi-tonne, conviendrait aussi. Tout cela est théorique. On peut voir que si l'on tirait sur Tel Aviv, et nous savons que les Iraniens l'ont fait, un nombre important d'ogives serait tombé dans le centre-ville, ce que nous savons s'être produit. Nous savons également qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le centre de Tel Aviv, même si les Israéliens ont essayé de tout dissimuler. Mais si vous parlez à quelqu'un qui se trouvait dans le centre de Tel Aviv, il vous dira qu'il y avait des dégâts de bombes partout. Extrêmement destructeurs, un extrême. Les Israéliens ont essayé de minimiser l'incident, mais il y a eu sans aucun doute une forte réaction de la population israélienne. En fait, je suppose, je n'en suis pas certain, mais je pense qu'une grande partie de cette discussion sur l'épuisement des intercepteurs de missiles ou sur le fait qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le prétend n'est qu'un écran de fumée. Les intercepteurs de défense ne fonctionnaient pas très bien au départ, et ces missiles sont essentiellement arrivés sans opposition, à première approximation. Il y a peut-être eu quelques interceptions, mais le taux était très faible, peut-être 5%. Je serais très surpris s'il atteignait 1 sur 10. Je serais très surpris que ce soit aussi élevé. Il y a donc une sorte de mythe que les Israéliens ont essayé de promouvoir, mais ils ne peuvent pas vraiment le cacher à leur population, car les Iraniens ont montré à leur propre peuple ce qui pouvait se passer. Et vous savez, tout un ensemble de mensonges sont racontés au peuple israélien et à d'autres organisations, qu'il ne reste presque plus d'intercepteurs, ou qu'il n'y a que de légers problèmes avec leur taux d'interception, et ainsi de suite. En réalité, ils n'ont jamais été efficaces. La plupart des projectiles tirés par les Iraniens ont atteint leur cible. Mais voyez-vous, si vous n'avez qu'une précision de 1000 mètres, beaucoup d'ogives vont simplement tomber dans la Méditerranée, par exemple. C'est ce qui se passe quand on dispose d'une arme peu précise. Alors, que se passe-t-il lorsque les mêmes 100 missiles ont une précision de 500 mètres au lieu de 1000 mètres? Cela apparaît sur la diapositive suivante ici. Eh bien, la situation semble bien pire, beaucoup pire. Vous pouvez voir que le centre-ville de Tel Aviv reçoit au moins 2 fois plus d'impact, ce qui n'est pas bon signe si vous êtes israélien. Bien sûr, il s'agit d'une simulation pour 100 missiles. Mais l'Iran n'a pas besoin de s'arrêter là. Avec le temps, l'Iran améliorera non seulement sa précision, mais augmentera aussi le nombre de missiles qu'il peut lancer. Voyons donc, dans les prochaines diapositives, à quoi pourrait ressembler une attaque de 500 missiles avec une précision de 500 mètres. Passons à la diapositive 15. Très bien, cela vous montre à quoi ressemble une attaque de 500 missiles. Le cercle intérieur. Vous voyez ces 2 cercles à peu près orange. L'un représente la précision et l'autre marque la distance de 1000 mètres. Ce n'est pas la précision qui compte, mais la distance de 1000 mètres. Et la zone extérieure correspond à une distance de 2000 mètres. Vous voyez donc qu'un très grand pourcentage des ogives tombent dans la zone urbaine et densément construite de Tel Aviv. Nous pouvons nous rapprocher un peu. Sur la diapositive suivante, passons à la diapositive 15. Très bien, 16. Allons-y. La 16e est simplement un gros plan. La raison pour laquelle j'ai mis un gros plan ici, c'est pour que vous puissiez voir les bâtiments. Observons la densité des impacts ici et essayons de comprendre ce que cela signifie. Si nous regardons les cercles rouges, ce sont les zones à l'intérieur desquelles l'intensité de l'explosion de l'ogive entrante sera suffisante pour soit faire s'effondrer le bâtiment, soit en détruire de grandes parties. Ce sera donc très grave. Les lignes bleues indiquent les zones où d'importants dégâts généraux se produiront, y compris dans les appartements adjacents.
including to apartments that are adjacent. Interior walls of apartments knocked out. Les cloisons intérieures des appartements sont abattues. Des incendies se déclarent dans de nombreux immeubles et des personnes sont blessées par des débris volants alors qu'elles tentent de s'échapper. Des feux se propagent un peu partout. La ligne jaune montre des dégâts étendus, vitres brisées et autres, dans les rues et les bâtiments. Toute cette zone est donc couverte à la fois de dommages généraux et graves, même s'il ne s'agit que d'une petite section que j'ai choisie au hasard. Si je passe à la diapositive 17, je peux vous montrer à quoi ressemble toute la ville. Dans ce cas, la précision du missile est de 500 mètres, et on voit que la densité est si élevée qu'elle masque même la ville elle-même. Chacun des points rouges, souvenez-vous, représente des dégâts importants sur les bâtiments. Des bâtiments en béton et en acier, de grands bâtiments solidement construits, et ensuite d'immenses dégâts généraux aux structures environnantes, aux intérieurs des bâtiments voisins. Tel Aviv n'est plus une ville fonctionnelle après une attaque de ce type. Haïfa n'est plus une ville fonctionnelle. Beersheba n'est plus une ville fonctionnelle. Ces villes peuvent être complètement paralysées par quelques milliers de missiles balistiques avec une précision de 500 mètres que l'Iran possédera, disons, d'ici 5 ans. Car Israël ne peut pas les empêcher de construire des missiles balistiques. Ils en auront. Eh bien, je pense que l'indignation de la Russie et de la Chine n'aura pas d'importance. Il y aura largement assez de matériaux mis à la disposition de l'Iran pour continuer à fabriquer ces missiles balistiques. Et la technologie permettant d'améliorer leur précision est déjà bien maîtrisée, et tout ce dont les Iraniens ont besoin, car c'est déjà un pays sophistiqué, doté de capacités d'ingénierie avancées, c'est d'un peu d'aide de la part de la Russie ou de la Chine, ou des deux, pour affiner ces missiles jusqu'à une précision de 500 mètres. Nous parlons donc d'un très grand problème stratégique que les Israéliens se sont eux-mêmes créés par ce comportement agressif. Permettez-moi de passer à la diapositive 21, car j'ai évoqué le fait de mentir au peuple israélien. Cette diapositive date de 1991. Je pense qu'elle a peut-être été prise en Arabie Saoudite, où des patriotes ont été utilisés pour défendre le pays. Photographie spectaculaire. La plupart des gens l'ont mal compris. En réalité, la société Raytheon s'en est beaucoup félicitée. Eh bien, regardons simplement ce qu'elle dit. Lorsqu'un système accomplit tout ce pour quoi il a été conçu au combat, et même davantage, c'est la preuve de son efficacité. C'était dans Aviation Week and Space Technology, et l'article s'étendait sur 2 pages. 2 pages, un mensonge total de Raytheon, l'entreprise qui continue de fabriquer des Patriots et d'affirmer qu'ils fonctionnent alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, cette photo en accéléré. Arrêtons-nous un instant pour comprendre comment elle fonctionne. L'appareil photo est focalisé sur la ligne d'horizon et le diaphragme reste ouvert. Il ne s'ouvre et ne se ferme pas comme pour une photo ordinaire. Il reste simplement ouvert. Lorsqu'un intercepteur Patriot est lancé, son moteur fusée s'allume et ce moteur en combustion ressemble à un point lumineux. Ce point lumineux trace une ligne sur la pellicule car il s'agit d'une exposition longue. On peut voir, dans les 2 cas, la ligne disparaître lorsque le Patriot s'éteint. Il termine alors son vol propulsé. Ensuite, il vole comme une balle et manœuvre en modifiant son orientation dans l'atmosphère. Maintenant, voyez-vous ces 2 points dans le ciel. Ces 2 points sont les explosions des ogives du Patriot. Elles n'ont rien à voir avec l'interception d'un Scud. Encore une fois, je pourrais en faire une présentation à part, car nous avons trouvé cet engagement sur une caméra vidéo et l'avons analysé image par image. Et si, en réalité, ils avaient touché le Scud, c'était un seul Scud qui était arrivé,
Ils l'ont manqué avec les 2 explosions. Le Scud était probablement assez lumineux pour qu'il apparaisse comme une sorte de trace. En d'autres termes, le Scud était suffisamment brillant pour que vous auriez dû le voir comme une trace sur cette photo noire. Quelqu'un a pris cette trace et l'a effacée. C'était donc consciemment une photo falsifiée. Voilà ce que les Israéliens disent à leur propre population. Voilà ce que les entrepreneurs américains racontent aux Saoudiens, aux Polonais, aux Ukrainiens et à tous ceux qui sont assez naïfs pour dépenser de l'argent dans leur système antimissiles. Contre les avions, c'est un système très efficace, je veux être clair. Il ne faut pas voler face à des patriotes si vous êtes dans un avion. Mais en tant que défense antimissile balistique, c'est inutile. Et nous le savons aussi grâce à l'Ukraine. Ce que nous avons ici, c'est un exemple de couches et de couches de fraude imposées aux populations de différents pays ainsi qu'aux contribuables américains, car c'est le contribuable américain qui a payé la plupart de ces systèmes Patriot pour tous ces autres pays, y compris Israël et l'Ukraine. Ce que nous avons, c'est rien d'autre qu'une escroquerie envers le contribuable américain, le public israélien et la population ukrainienne. L'Ukraine, bien sûr, est une situation horrible, car nous, les Américains, avons placé les Ukrainiens dans une position où leur pays a été détruit et continuera de l'être s'ils ne négocient pas avec ce qu'il en reste, avec les Russes. Et on peut encore trouver des articles dans le New York Times, le journal censé être la référence. L'autre jour, je ne devrais pas en rire car c'est très grave, il y avait un article affirmant que Pokrovsk dans le Donbass venait de tomber. Pokrovsk est tombé il y a 2 ou 3 mois et le New York Times ne le rapporte que maintenant. Franchement, c'est un scandale. Il y a ces soldats ukrainiens d'un courage incroyable qui se battent pour leur pays, pour ce qu'ils croient être la survie de leur nation, et ils meurent à un rythme effroyable, pour rien. Tout cela pourrait être arrêté simplement en engageant une négociation réaliste. Mais l'administration politique en Ukraine, dont, personnellement, la meilleure analogie que je puisse faire est celle de Hitler, laissant tous ces Allemands mourir alors que les Russes se refermaient sur Berlin. Alors que la meilleure chose à faire aurait été de se rendre. La guerre était terminée. Pourquoi faire mourir toutes ces personnes? Bien sûr, ils exécutaient leurs propres citoyens dans les rues pour ne pas avoir combattu. C'est ce genre de fascisme, et c'est bien du fascisme, qui contribue à la destruction totale de l'Ukraine. Et je dis bien totale, car tous ces soldats qui meurent vont faire que l'Ukraine sera transformée pour les 20 prochaines années. Et il va y avoir une chute incroyable du taux de natalité. C'est déjà le cas. L'Ukraine pourrait même potentiellement disparaître en tant que culture. Je ne pense pas que cela arrivera, mais tous ces extrémistes, ces bandéristes, ces suprémacistes blancs qui pensent sauver l'Ukraine, sauver l'ethnicité ukrainienne, sont en réalité en train de la détruire. Nous avons donc toute cette complexité qui se déroule sous nos yeux, et le cynisme du leadership politique de l'OTAN et des États-Unis conduit à cette situation extraordinaire. Je veux dire, je n'arrive pas, je suis bouleversé quand je pense à la perte de vies humaines en Ukraine. Pour rien. Il faut simplement négocier. Arrêtez d'essayer de vous faire passer pour un ennemi existentiel des Russes. Contentez-vous de vivre à côté d'eux et mettez fin à ce massacre incroyable, car les Russes vont de toute façon y mettre un terme. Et ils peuvent le faire en trouvant un accord, ou ils peuvent le faire en détruisant essentiellement l'Ukraine en tant qu'État viable, ce qui, malheureusement, je pense, est ce qui va se produire. Bref, désolé de passer d'un sujet à l'autre comme je l'ai fait, mais c'est vraiment, vous savez, du point de vue d'un technologue comme moi, qui est aussi, bien sûr, profondément préoccupé par la violence dans le monde et ses conséquences négatives.
the violence in the world and its negative consequences. I mean, I just look with despair. Je veux dire, je regarde tout cela avec désespoir. Même si tu sais, cette discussion est en un sens très simple. J'ai illustré les schémas. Cela m'a pris beaucoup de temps pour les assembler. Je ne les ai pas simplement pris quelque part. Cela m'a pris un moment parce que je voulais les rendre compréhensibles afin que tu puisses les regarder et les visualiser. Me contenter de te dire 500 mètres SUP, tu vois, et alors? Mais quand tu le vois représenté sur une carte, tu commences à comprendre quelles en sont les conséquences. Parce que nous sommes fondamentalement des êtres visuels. Toute notre capacité d'apprentissage repose sur nos facultés visuelles. Et les abstractions viennent ensuite. Voilà donc, en gros, ce que j'ai à partager sur cette question particulière ou sur ces questions.